Bonjour Toufik Ftaïta. Alors, je vous présente avant votre introduction. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Côte d'Azur Nice. Vous êtes anthropologue, responsable de la spécialité anthropologie, eau et environnement durable du master d'anthropologie. Et vous allez nous parler des oasis, dont le patrimoine hydraulique a créé un écosystème remarquable, aujourd'hui en péril, et de l'avenir de cette société oasienne à l'heure du changement climatique et de la nécessité d'une bonne gouvernance de l'eau. Merci. Certaines diapos vont aller un peu plus vite, mais j'espère revenir un peu sur un certain nombre de choses pendant l'échange que nous aurons tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on avait un petit peu une présentation intéressante sur l'histoire de paysages de la région. Et je voudrais insister sur cette profondeur historique pour comprendre un petit peu les enjeux actuels qu'on connaisse un petit peu les oasis marocaines. Alors, la question pardon, j'ai essayé de... Je pense... je vais essayer un petit peu d'insister sur la question de l'eau dans les oasis pour dire quelque chose que ces oasis ont existé depuis, certaines ont existé depuis plusieurs siècles et qui continuent encore à fonctionner malgré des transformations importantes que connaissent ces oasis, et notamment en matière de gestion des ressources en eau. Et nous allons voir que ces questions de l'eau et les changements qui affectent ces oasis ne sont pas uniquement dus à des incidences dites anthropiques, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des activités humaines qui alimentent un petit peu ces crises écologiques, mais qu'il y a aussi un certain nombre de choses sur lesquelles on va revenir, notamment l'interventionnisme, un développement anarchique, un accès anarchique aux ressources souterraines qui participent à la surexploitation des ressources en eau et qui provoquent un petit peu ces crises de ces oasis. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est comment ces communautés oasiennes ont su s'adapter à des milieux dégradés, caractérisés par des ressources réduites en eau superficielle, ce qu'on appelle les oueds, c'est des écoulements temporaires. Lorsqu'il y a des précipitations, des inondations, on a de l'eau, et lorsqu'il n'y en a pas, on essaie un petit peu d'utiliser ce qu'on appelle les ressources souterraines, et les savoirs et savoir-faire techniques de ces communautés nous révèlent un petit peu la manière, le génie technique ou technologique qui ont mobilisé pour mobiliser des ressources à la fois souterraines, par des captages, des khatara ou des galeries drainantes souterraines, ce qu'on appelle les kanats au Proche-Orient, mais aussi par des barrages temporaires lorsqu'il y a des crues, ce qu'on appelle l'irrigation par faille. La notion de faille vient du terme arabe débordement, qui donne toute sa signification aux techniques d'irrigation. Mais ce qui est important, c'est de voir un petit peu les paysages désertique à côté d'un paysage façonné par la main de l'homme. Alors, il y a une trilogie sur laquelle j'aimerais bien qu'on s'arrête 2 secondes, c'est la question de l'aridité, de l'irrigation et de la durabilité. On est face à une trilogie qui, en fin de compte, lorsqu'on regarde un petit peu au regard et avec des critères dits simplement écologiques, l'irrigation ou sa présence dans de ce type d'écosystème est une aberration, dans le sens où les ressources disponibles ne permettent pas réellement une agriculture durable. Or, lorsqu'on regarde un petit peu les pratiques et les expériences de ces communautés, on arrive quand même à pratiquer une agriculture malgré des ressources en eau extrêmement limitées. En fin de compte, il n'y a pas que les quantités d'eau qu'il faut prendre en considération, mais tout un savoir agronomique qui a été mobilisé par ces communautés pour parer à ces difficultés, à ces contraintes dites écologiques. La qualité du sol, la topographie, le choix des cultures, les alternances des cultures, tout cela participe un petit peu à réduire les quantités d'eau nécessaires pour pratiquer une agriculture durable.
Et lorsqu'on constate un petit peu l'agriculture oasienne, on constate une grande variété de cultures, une présence d'une grande variété de cultures. Sur un espace, par exemple, de 15 ou 20 mètres carrés, on a 5 à 6 variétés de cultures. Or, le développement, la modernisation des cultures et les nouvelles orientations agricoles tendent vers des monocultures avec toutes les conséquences que l'on peut souligner, notamment l'autonomisation des prises d'eau, sur lesquelles je vais revenir et qui participent bien entendu à la mort progressive de ces oasis. La question des patrimoines hydrauliques est très importante pour comprendre à la fois cette profondeur historique et les enjeux actuels sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ces savoirs risquent malheureusement de se perdre. C'est-à-dire les nouvelles générations ne s'intéressent plus à l'agriculture oasienne, compte tenu aussi des difficultés que constitue aussi cette agriculture et l'accès de moins en moins important de ces ressources, eu égard aux nouveaux usages et à la concurrence sectorielle dont souffrent bien entendu certaines oasis de la région. On va aller un peu plus vite. Une des conséquences de la modernisation est la surexploitation des nappes souterraines. Et là, on pose un problème important, c'est-à-dire que face à une agriculture oasienne qui est largement implantée sur des ressources collectives, c'est-à-dire qu'il y a une gestion collective, une appropriation collective des aménagements, avec des contraintes, bien entendu, auxquelles tous les oasiens doivent respecter. Et là, on voit de plus en plus une autonomisation de certains agriculteurs qui échappent un petit peu à ces contraintes d'une gestion collective de la ressource, en modernisant ou en creusant de nouveaux puits artésiens équipés en motopompe, et qui participe bien entendu à l'exploitation massive de ces ressources souterraines, créant parfois des assèchements d'un certain aménagement jusque-là qui fonctionnait pendant plusieurs siècles. Et là, c'est vraiment un problème majeur dans les oasis. C'est-à-dire que la modernisation ne veut pas dire une amélioration. Certes, il améliore les conditions de vie de certains agriculteurs, mais il participe grandement à la disparition de petits agriculteurs oasiens parce que les ressources en eau qu'il aurait disponibles s'amoindrissent de plus en plus. Alors, pour comprendre les enjeux de l'eau et de l'irrigation dans ces oasis, il convient bien entendu de s'inscrire dans cette profondeur historique. Et c'est très important de comprendre un petit peu les modèles de gestion de l'eau, et notamment les modèles juridiques sur lesquels repose la gestion de l'eau au Maroc. Au Maroc, on a la chance d'avoir réellement cette profondeur historique de la gestion de l'eau. Et on peut parler de 3 âges de l'irrigation. La période précoloniale, où il y a une présence, ce qu'on appelle le droit coranique, et surtout des droits coutumiers, avec une diversité très importante de ces droits coutumiers, car il s'agit de ce qu'on appelle un construit social, qui est valable uniquement dans des régions bien précises, et chaque droit coutumier se différencie d'un autre droit coutumier. C'est-à-dire, malgré le fait qu'on a une certaine caractéristique écologique de ce milieu, de cet écosystème, ce qui est important de voir, c'est que chaque droit coutumier s'inscrit dans un contexte historique et politique qui est très important. Et l'histoire des communautés oasiennes ne peut se faire sans connaître réellement ce droit coutumier. Encore moins, on ne peut intervenir actuellement pour moderniser, rétablir, réhabiliter des aménagements sans connaître ce droit coutumier. Et toute tentative de réhabilitation sans recourir à ces droits coutumiers conduit, bien entendu, à des catastrophes. Alors, ce qui est intéressant dans cette période précoloniale, et notamment dans cette gestion communautaire sur laquelle je vais revenir, c'est qu'il y a une
une prédominance de la collectivité, de cette gestion collective, de cette appropriation collective de l'aménagement. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une privatisation, une appropriation privative de la ressource. Chacun a des droits d'eau, mais cette appropriation privative n'a réellement de sens que dans le cadre de cette appropriation collective. Et l'ensemble de la communauté, bien entendu, s'arrange pour respecter les règles, parfois très strictes, de cette gestion collective, avec toutes les contraintes. Et on va voir peut-être qu'une des contraintes, c'est la mobilité de plus en plus des droits d'eau, compte tenu des héritages, des ventes et autres, qui transforment, bien entendu, la répartition de l'eau dans l'oasis. Et malgré cette difficulté, les communautés oasiennes sont capables de transcender ces contraintes nouvelles, tout en gardant, bien entendu, les règles de gestion collective héritées des passés. Voilà un exemple de droit coutumier qui stipule un petit peu les modalités d'accès et de gestion des ressources avec des contraintes et des sanctions extrêmement importantes, allant même jusqu'à le bannissement de certaines personnes lorsqu'ils commettent un certain nombre d'exactions. Puis on a la période coloniale. Et ça, c'est important parce que lors de la période coloniale, nous allons avoir une modernisation des droits d'eau avec l'apparition de ce qu'on appelle la domanialité publique, où c'est l'État qui dispose de la propriété d'un certain nombre de ressources, ce qu'on appelle les domaines publics. Et lors de cette période, il y a eu une mobilisation de ces communautés oasiennes pour reconnaître leurs droits antérieurs à la législation, à la nouvelle législation, ce qui a permis une continuité de ce droit coutumier avec des contradictions liées au droit moderne et à la modernisation, et ce qui pose notamment un certain nombre de problèmes. Au Maroc aussi, on a maintenant, grâce au transfert de modèles aussi de gestion de l'eau, notamment de la France vers le Maroc, des agences de l'eau, des offices de mise en valeur agricole, qui trouvent à chaque fois qu'il y a une intervention des conséquences, enfin des problèmes liés à ce millefeuille juridique entre droit coranique, droit coutumier et droit moderne sur lesquels on peut revenir. Mais en tout cas, dans la période précoloniale, il y a aussi la mise en place des associations d'usagers de l'eau sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, notamment pour la période post-coloniale. Lors de la période postcoloniale, l'indépendance du Maroc, le Maroc a continué un petit peu la même politique coloniale, même orientation agricole, poursuite la politique des grands barrages et investissement dans ce qu'on appelle la grande hydraulique. Au Maroc, on distingue entre la grande hydraulique, la moyenne et la petite hydraulique. Et la petite hydraulique, on peut la caractériser par la gestion oasienne de l'eau. Certes, cette petite hydraulique n'a bénéficié pratiquement d'aucune aide ou de financement, sauf pendant les années, à partir des années 80. Mais sinon, c'était vraiment l'irrigation oubliée. Alors que si l'on comptabilise, le nombre d'hectares dominés par la petite hydraulique, c'est quand même assez considérable. Alors, je m'arrêterai simplement sur la loi de 1995 qui instaure les AIEA, les associations agricoles d'usagers de l'eau agricole. Ces associations vont participer à ce qu'on appelle la gestion participative de l'irrigation. En fait, il y a de participation que le financement, puisque les usagers sont de simples bénéficiaires de ressources en eau, contrairement à ce qu'on peut observer dans la gestion communautaire de l'eau oasienne, où les usagers sont des ayants droit, ils ont un titre d'ayant droit, alors que là, ils sont simplement des simples usagers de l'eau qui doivent payer des cotisations à leur association. Mais une chose est importante, c'est que dans ce type d'association, nous allons voir aussi que ces usagers de l'eau se trouvent en quelque sorte court-circuités par la présence des autorités locales. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le 7e membre, il y a 6 membres
qui font partie de la communauté et un membre qui représente l'administration ou l'État. Et donc, il y a une gestion un petit peu noyautée par le pouvoir politique, si j'ose dire. Alors, juste sur ce type de gestion étatique, gestion associative et gestion communautaire. Bon, la gestion étatique, c'est une gestion très complexe et qui a montré un petit peu ses limites, notamment à travers les offices de mise en valeur agricole qui ont été mis en place à partir des années 60 et qui n'arrivent pas à recouvrir un petit peu les cotisations des usagers de l'eau lorsqu'elles prélèvent de l'eau pour l'irrigation. Et donc, la mise en place de ces associations des AIEA a permis un petit peu à ce que ce sont ces associations qui vont recouvrir les dépenses de l'eau et les transmettre à l'État. Donc, c'est juste pour avoir un petit peu cet aspect-là. Pour la gestion communautaire, ce qui est important, c'est de voir un petit peu que cette gestion communautaire s'inscrit dans une diversité des aménagements. Et lorsque on gère des eaux, par exemple, d'un barrage fût-il temporaire, ce n'est pas du tout la même gestion, ce n'est pas du tout les mêmes pratiques que ce que l'on gère, par exemple, une ressource souterraine pérenne, comme des sources ou des khatara, c'est-à-dire les canaux drainants souterrains. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ce qui est important aussi, c'est cette diversité des aménagements correspond aussi à une diversité des sociétés, à une diversité des droits coutumiers, bref, vraiment à un patrimoine immatériel très important que l'on retrouve un petit peu dans ces droits coutumiers sur lesquels on avait dit un certain nombre de choses et peut-être sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Bon, la gestion associative est une... J'ai le temps écoulé, pardon. Je vais essayer un peu d'être... Oui, voilà. Sur la gestion associative, donc il y a une uniformisation de ces structures-là, contrairement à ce qu'on a vu dans la gestion communautaire, où chaque communauté est différente et en fonction aussi, il y a une proximité aussi par rapport à son territoire, par rapport aux enjeux des ressources, et chaque communauté met en place un droit qui réglemente l'accès et le prélèvement des ressources naturelles. Et de cette manière-là, on peut assister à un équilibre, combien même fragile, entre prélèvement, accès et équilibre un petit peu social et environnemental. Alors, rapidement... Je voulais simplement insister vers la fin sur la biodiversité et les risques liés, bien entendu, à la modernisation de l'agriculture, alors nouvelles orientations agricoles, certes qui sont plus rentables pour les agriculteurs, mais qui sont à la fois consommateurs en eau, avec des risques, bien entendu, d'assèchement de ces aménagements traditionnels qui constituent, bien entendu, l'ossature des communautés oisiennes. Et je vous remercie. Dix minutes de questions, parce que je pense que ce que nous a présenté Tufik est vraiment très, très intéressant. Pardon, excusez-moi. Une question, voilà. Alors, courte. Bon, question. Donc, vous avez dit que donc, les nappes phréatiques sur les oasis devenaient plus ténues. Est-ce que c'est un phénomène qui est irréversible ou est-ce que si l'on prélève moins, est-ce que ces nappes reviendraient à un niveau pérenne? Je pense que si on prélève moins, on pourrait assister à une certaine durabilité de ces communautés oisiennes. Le risque, ce n'est pas le prélèvement. On voit même maintenant un certain nombre de politiques visant la modernisation des techniques d'irrigation, même dans les oasis. Actuellement, je mène une recherche sur le house de Marrakech,
il y a tout un projet de reconversion des techniques d'irrigation des collectifs individuels à un individuel en goutte à goutte, sauf que les techniques aussi des gouttes à goutte ne sont pas maîtrisées, parce que entre une pratique agricole traditionnelle où l'agriculteur, même en termes de perception et de représentation, qui voit l'eau, et on a vu un peu le paysage de l'eau, c'est important, qui voit l'eau circuler dans les champs, inonder sa culture, le fait de mettre des gouttes à gouttes, il ne voit pas. Et cette notion même de rationalité et d'économie de l'eau n'est pas perceptible sur le terrain, puisque pour lui, si vous lui donnez 3 heures, il va continuer à irriguer pendant 3 heures, même si ces cultures ont besoin d'1 heure. Mais pour lui, il a l'allocation de 3 heures, il doit mettre ces 3 heures. Donc, cette notion même de rationalité n'est pas du tout perceptible sur le terrain. Oui, parce que par exemple, en Tunisie, il y a des oasis artificielles qui ont été créées en prélevant l'eau dans des poches géologiques. Là, on sait très bien que le taux de renouvellement de ces poches géologiques, c'est plutôt des millions d'années plutôt que l'année. Oui, là, c'est des nappes phréatiques qui sont réalimentées par rapport aux précipitations. Ce n'est pas ce qu'on appelle des nappes profondes dans lesquelles on puise et après, il n'y a plus rien. Non, c'est rechargeable. Et tout dépend de la pression, bien entendu. Merci. Ouais, en fait, c'est dans la continuité de cette question. Je voulais savoir si vous avez identifié des volumes exploitables pour… Pardon, je parle dans le micro. Des volumes exploitables pour que ce soit durable. Pour exploiter finalement les réserves en eau, mais de manière durable. Est-ce qu'on a un débit identifié? Est-ce qu'on a un volume d'eau identifié pour pouvoir avoir un paramètre pour pouvoir cultiver derrière et anticiper un petit peu les besoins? La question je dirais, d'approche un petit peu de prospective, même les techniciens ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement, et pourtant, les enjeux sont tels qu'on devrait normalement avoir ces mesures-là pour réellement… Je vais juste vous donner un exemple. Dans les années 90, sur une région sur laquelle j'avais travaillé, il y avait une modernisation énorme des puits artésiens traditionnels, passant des puits à ce qu'on appelle à Magrod, c'est-à-dire des puits à poulie où il y a une traction animale qui permet un petit peu l'exorde de l'eau, à des puits artésiens équipés par motopompe. Et on a demandé à ces agriculteurs, qui sont une centaine, de faire fonctionner leur eau une journée bien précise, à une heure bien précise, pour pouvoir mesurer un petit peu les débits en aval, sur notamment et les dangers par rapport aux oasis qui sont situés en aval. Personne n'a fonctionné sans puits. Mais ils savaient pertinemment qu'ils couraient à la catastrophe, quoi. Et donc, ce n'est pas dans leurs intérêts de dire on est les responsables éventuellement de cette baisse de la nappe phréatique. Mais c'est vrai que aussi, parmi un petit peu les techniques oisiennes, c'est de voir un petit peu cette notion de rareté. Il est largement intégré dans les pratiques ancestrales et traditionnelles. Par exemple, ici en Europe et en France, on a besoin d'un arrêté préfectoral pour dire que maintenant, un arrêté de sécheresse et que les usagers n'ont pas… Sur place, non, il y a une simple constatation et les Oisiens décident par eux-mêmes, par exemple, de répartir l'eau par un tiers. Si vous avez 1 heure d'eau en temps normal, en temps de sécheresse et de baisse des eaux souterraines, vous avez 20 minutes, par exemple. Et ça permet, cette répartition ou cette diminution permet un petit peu à ce que l'ensemble de la communauté puisse encore bénéficier de la ressource et pas uniquement certains. Et cette notion d'équité est très importante dans la gestion communautaire de l'eau. Oui, bonsoir. Est-ce que le programme de promotion du pompage photovoltaïque au Maroc, implanté il y a 9-10 ans, notamment dans l'objectif de réduire l'utilisation du butane très subventionné, 10 fois moins que… Enfin, ouais, il est à 80 dirhams. Est-ce qu'il a suffi, voilà, et que ça suffit, est-ce que ça a pris dans les oasis où c'est pas très facile parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Les arbres font partie de
l'agriculture oasienne. Alors, je pense que c'est un des dangers de photovoltaïque, c'est la surexploitation de la ressource. Parce que jusqu'à présent, les Oaisiens ou les agriculteurs qui disposent de puits individuels motorisés, ils sont limités par le coût des butane. Et si on investit une fois pour toutes dans le solaire, là, on va avoir un accès illimité, au moins pendant la journée. J'ai vu des bassins de stockage d'eau qui sont énormes, énormes. Simplement parce qu'il y a suffisamment de quantité d'eau que je peux prélever avec le photovoltaïque, que je ne peux pas prélever avec la butane, qui est encore subventionnée, mais pour combien de temps? Et je pense que la non-maîtrise de cette technique conduirait inévitablement à la mort progressive de certaines oasis. Ça, c'est sûr et certain. Lorsque vous avez une oasis et vous avez autour de nombreux puits artésiens équipés en motopompe voltaïque ou électrique, le risque, il est là, quoi. C'est l'assèchement des points d'eau. Alors, il y a juste une petite question, une petite réponse, parce que vous voyez que... Oui, c'est également un droit de réponse par rapport à ce qu'avait dit Jean-Baptiste hier. On peut aller à Marrakech sans dévaster la nappe phréatique. Ça, c'était juste par rapport à une discussion d'hier. Excusez-moi, la disparition des habous qui géraient l'eau, entre autres, avant le protectorat français, est-ce que les AUEA peuvent en quelque sorte compenser la disparition des habous il y a un siècle par un jeu de gouvernance différent? Alors, il n'y a pas de disparition des habous. Le habous est le plus grand ministère, le plus riche du Maroc. Même, le habous continue encore à avoir des quantités d'eau importantes dans des oasis. Ce sont des donations, des legs religieux. Et le habous, chaque année, au mois de mars, met en enchère un certain nombre de droits d'eau, de points d'eau, de quantités d'eau à qui veut. Donc, il est un acteur majeur des ressources en eau. J'ai participé en 2017 à la mise en place de grands musées Mohamed VI de la civilisation de l'eau du Maroc, qui est à Marrakech, et c'était une propriété du habous, contrairement à tous les musées du Maroc qui relèvent du ministère de la Culture. Le seul musée au Maroc qui est géré par le habous, c'est le musée de l'eau, de la civilisation de l'eau du Maroc. Non, le habous existe encore comme acteur de l'eau. Et parfois, dans certaines régions, le habous dispose de quantités importantes. Donc, il a aussi son mot à dire dans la gestion de l'eau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Toufik Faïta.